28 mars 2010. Le passeur. Cet homme me fait pitié. D'ordinaire, si dissert, le voici enfermé, claquemuré. Il n'y a pas si longtemps, le rencontrer était un plaisir assuré. Jamais à court d'une histoire, d'une lecture, d'un enthousiasme, il figurait à mes yeux le type même du passeur. Dès l'abord, il semblait sortir d'un long rêve qu'il n'avait de cesse de vous faire partager. À peine venait-il de vous saluer que, vous prenant par la main, au propre comme au figuré, il commençait son propos par un « Imaginez-vous » plein de promesses. Sans le savoir, vous l'aviez cueilli au milieu d'un poème de Ronsard, d'une tirade de Corneille, d'une finesse de Racine, à quoi se mêlaient sans transition des considérations sur l'Empire romain, le culte catholique ou les apocryphes. Étrange bonhomme en vérité, tour à tour agité à la surface des mots, telle l'eau d'un étang troublé par un coup de vent, et calme au tréfonds de soi, à la façon d'un Socrate. Il offrait à ses amis un visage, mieux, un regard, tout de candeur et d'innocence, en dépit de son âge. La vie ne paraissait pas l'avoir atteint. Juvénile de cœur et d'esprit, il commençait pourtant par se voûter. Ce dont il se moquait en disant que, loin de se voûter comme le pensaient les impertinents, il s'inclinait. C'était sa manière d'accorder sa jeune vieillesse avec son cheminement spirituel. Sans doute, Jésus fut-il l'amour de sa vie, même si, comme il s'en riait lui-même, ce fut un amour tout entaché d'infidélité. L'humaine nature, n'est-il pas vrai? Plus que des hommes, c'est de lui-même qu'il était revenu. Ne pas se mentir, ne pas se payer de mots, ne pas s'abuser. Grande grâce que d'y parvenir et de s'y tenir. D'une érudition inouïe, d'une mémoire à nul autre pareille, il lui arrivait, s'il jugeait en péril sa pudeur, de se cacher derrière quelques vers. Ainsi, de ce jour où, ayant fait un écart dans une confidence, il laissa filer ce quatrain. Ma passion qui a peur, qu'on la juge feinte, veut se couvrir dans le cœur sans s'ouvrir par plainte. Devant mon ignorance, il lança le nom d'Étienne Jodelle, et, trop heureux de se tirer d'un mauvais pas où il s'était mis par un mot inconsidéré, il y alla d'un portrait de taille et d'estoc du dit poète. Autant dire qu'il avait une citation ou profane ou sacrée pour chaque situation, et surtout qu'il n'était jamais seul, puisqu'il rameutait à toute occasion le banc et l'arrière-ban de ce qui compta dans l'humanité pensante et écrivassière. Impossible de prendre avec lui le moindre rendez-vous. Cette seule perspective l'indisposait. La vie, disait-il, n'est faite que de rencontres. Il fallait laisser au hasard le soin de les organiser. Au hasard, reprenait-il avant d'éclater de rire. Le plus sûr, si l'on voulait l'apercevoir, consistait à se poster au café de la mairie, place Saint-Sulpice. Les tables et les chaises s'avançaient vers les platanes. Du printemps jusqu'à la fin de l'automne, le lieu était idéal, sans compter qu'il prêtait à rêver. Yeux à demi clos, le visage offert au soleil, avec pour arrière-plan l'église dans un tremblement des paupières. Que souhaiter de mieux? Parfois, c'est lui qui vous découvrait le premier. La main sur votre épaule, incliné vers vous, il vous aidait par son silence ironique à quitter votre rêve, avant de vous introduire dans le sien par son sempiternel. Imaginez-vous. Ce jour-là, il était tout rempli d'Albert Camus. L'époque s'y prêtait. On commémorait l'anniversaire de sa mort. Il cassa 2 noix. C'était sa manière de rire. Puis, la lèvre amère, il s'en prit à la République, parce qu'elle préférait les maréchaux morts aux vivants et à la littérature qui se confinait dans des commémorations. Cela ne lui convenait pas. Camus, il le voulait vivant jusque dans sa mort.
D'un geste large, il désigna la place, la fontaine, les grands orateurs sacrés qui l'ornaient, et m'entraîna certains soirs de 1945. C'était un 13 juillet. On dansait sous les lampions, et à la table où nous nous tenons à présent, ah, comme j'appréciais cet art de conter qui lui était si particulier, et qui mêlait présent et passé dans une sorte de mensonge vrai. Imaginez-vous, il reprenait souffle. Donc, à notre table se tenaient ce 13 juillet 1945 3 jeunes hommes, Albert Camus, Georges Semprin et Jean Daniel. Autant les deux derniers étaient gentiment accompagnés, autant Camus était venu en compagnie de sa mère. Entre deux danses, entre deux musiques surtout, Camus, profitant d'un silence relatif, expliquait à sa mère que le lendemain, il serait reçu à l'Élysée. Telle la mère de Villon, celle de Camus était pauvrette et ancienne. Le président de la République, l'Élysée. Il fallait lui dire en détail de quoi il retournait. Enfin, quand elle eut compris et bien compris ce que son fils lui racontait, elle le regarda un long moment et lui dit « C'est trop pour nous, mon fils. » Tapant du plat de la main sur la table du bistrot, mon ami s'écria « Que croyez-vous qu'il advint ?» Dans un hochement de tête où il entrait autant d'approbation que de respect, il ajouta « Eh bien, Camus n'alla pas à l'Élysée le lendemain. » Et vous savez, il était lancé. Pour une fois, il n'a pas dit « imaginez-vous ». Venait au bout de sa langue, au bout de ses doigts, une autre anecdote. Camus, toujours Camus, lauréat du prix Nobel de littérature, prend un taxi, indique la gare du Nord pour destination. Il part pour Stockholm. 3 minutes plus tard, il détourne le véhicule vers une autre adresse. Tapant de nouveau du plat de la main, il m'interroge. Où allait-il ainsi ? Comment l'eus-je su ? Je haussai les épaules. Eh bien, imaginez-vous qu'il est allé saluer la mère de Simone Veil et l'assurer qu'il recevait ce prix Nobel à Stockholm en le dédiant à sa fille, de qui, jeune éditeur, il avait publié nombre de ses livres dans sa collection Espoir. Admirable, non ? J'aimais l'habitude où il était de tremper de ses lèvres dans la mousse de sa bière après avoir narré une anecdote. Et d'autant plus que, selon lui, il n'y avait pas d'anecdote, mais des histoires qui, mises bout à bout, constituaient le fil rouge d'une vie, d'une pensée, d'une âme. Il se plaisait à dire qu'il en savait plus sur Camille, avec ses 2 courtes histoires qu'à la lecture de 10 essais à son œuvre consacrée. Son mot : les hommes font ce qu'ils sont et ne sont pas ce qu'ils font. Tout le débat entre l'être et l'avoir, entre l'être et le paraître. À force de le rencontrer au hasard, je finissais par me convaincre que je le connaissais. Funeste impression. Je me disais que la culture lui servait de paravent. N'appréciant en rien le temps présent, et moins encore ses contemporains, il s'inventait des amis lointains qu'il bâtissait à coups de citations tirées de leurs œuvres. En lui, le temps s'abolissait. Devenait-il ainsi le contemporain de Platon ou de Cicéron, de Périclès ou de Marc Aurèle ? Grave question. En se désincarnant, la pensée touchait à l'intemporel. Y gagnait-elle en vérité ? Je l'ai même entendu dire que, si d'aventure nous pouvions avoir la chance de nous retrouver avec Socrate, Saint Paul et Guillaume Budet par exemple, passé l'étonnement que susciteraient les vêtements des uns et des autres, nous mettrions peu de temps à pratiquer un langage commun, pour peu que nous consentions à prendre l'homme pour sujet de conversation. Il professait alors une telle assurance que son enthousiasme se communiquait à ses interlocuteurs. Oui, les choses étaient ainsi, il n'y avait pas à en douter. Pour ma part, je hochais la tête de satisfaction. Espèce rare de nos jours. Mais dès lors que je le quittais, émerveillé par la ductilité de sa pensée et l'éclat de son verbe, je n'avais pas fait 15 ans. Pas que. Le charme cessant aussi vite qu'il s'était imposé.
Je me heurtais de nouveau aux difficultés du moment, si lisibles, si déchiffrables sur les visages que je croisais par les rues. Pauvre siècle, douloureux contemporain. Qui donc avait raison? Celui qui militait dans un parti politique ou qui s'engageait dans le combat associatif? Ou bien mon ami le passeur? De grave, la question devenait cruelle. Pouvions-nous vivre sans rêve? Devions-nous défier d'un rêve qui se hisserait à hauteur de vie? Les poètes sont aussi importants que les prophètes, aimait-il à dire. Comment ne pas le suivre? Il avait l'art de nous entraîner grâce à une formule sur les chemins escarpés de la spéculation, de l'émotion, bref, de la vie. D'autres fois, il s'écriait « Le choix est simple, ou être ou exister ». Qui peut résister à ce genre de logique? Mais attention, ajoutait-il, il faut tenir compte des seuils de conscience. Tout le monde est à sa place. Tout le monde est à sa place. Ces mots ont longtemps résonné en moi. De tout ce que j'avais pu entendre de sa bouche, il me semblait que cette parole touchait au sublime par sa simplicité même. C'est de ce jour, je crois, que j'ai osé l'appeler mon ami le passeur, à défaut de connaître son nom, car telle était nos relations, qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit de m'inquiéter de son domicile, encore moins de son état civil. Nos rencontres étaient placées sous le signe du hasard, c'est-à-dire de la liberté. Ce matin-là, je me suis réveillée angoissée. Que devenait mon ami le passeur? Cela faisait plus d'un mois que je ne l'avais pas vu. Comme je m'obligeais à longer chaque jour le café de la mairie, je m'inquiétais de ne pas apercevoir sa silhouette un peu dégingandée. Il ne devait pas aller très bien. Me manquaient ces, imaginez-vous, préludes à des feux d'artifice faits de mots embrasés, de pensées enflammées, de paradoxes aux mille couleurs. Je n'y tins plus. En dépit d'un temps maussade, la pluie et le vent frappaient à mon carreau. Je décidai de sortir. Le chef couvert d'un bob ridicule, le corps sanglé dans un imperméable qui rappelait les années 50 et surtout Humphrey Bogart, j'allais d'un pas vif par des rues désertes. Au moment où je débouchais place Saint-Sulpice, il eut une accalmie. Dans un ciel dessiné à la mine de plomb, perça un bref rayon de soleil. J'y vis un signe amical. Seul, sur la terrasse qui prolonge le café de la mairie, mon ami le passeur tournait avec mélancolie sa cuillère dans une tasse. Je m'approchai. Portant ma main sur son épaule, je me penchai vers lui. En levant la tête vers moi, il m'offrit un visage inattendu. Yeux morts, joues creuses, lèvres pincées. Grand Dieu, que lui était-il arrivé? Quelque deuil sans doute. Je n'osais l'interroger. « Eh oui, me dit-il, c'est ainsi. » En m'asseyant près de lui, je remarquai dans sa manière de se tenir un certain négligé, avachi plus qu'assis, le torse à la renverse, un bras tombant le long de sa chaise, jambes écartées, il s'abandonnait. Plus rien ne paraissait avoir d'importance pour lui, à commencer par ma propre présence. « Peut-être désirez-vous rester seul ?» dis-je en feignant de me dresser. De la main, il m'intima de ne rien faire. « Je suis malheureux, voilà tout, » finit-il par murmurer, comme s'il s'agissait d'un énorme secret ou d'une incongruité. « Puis-je vous être de quelque utilité ?» demandai-je. « Évidemment, puisque vous êtes là. » Cette dernière réplique, prononcée avec véhémence, me rendit l'homme que j'étais accoutumé d'admirer. Il sortit de sa léthargie apparente, se tourna vers moi, sourit devant mon bob, s'attarda sur mon imperméable de facture anglaise, puis sans transition me demanda si je connaissais Descartes et son discours de la méthode. À ma grimace, il se contenta de lâcher « Je m'en doutais »
avant d'ajouter avec la même colère contenue, « Eh bien, vous avez tort. Écoutez plutôt cette citation. Tout ce qui est en nous de réel et de vrai vient d'un être parfait et infini. » Vous y attendiez-vous ? Que répondre ? Cette conversation n'avait aucun sens, à moins que mon interlocuteur, noyé de chagrin, n'eût décidé de se payer de mots, de s'abuser, de se mentir, ce à quoi il s'était refusé tout au long de sa vie. Du moins, c'est ce qu'il ne cessait d'affirmer en temps de sa splendeur. Que vient faire Descartes au milieu de votre malheur ? Rien, et c'est pour ça que je l'ai cité. J'aurais pu aussi bien me tourner vers Musset et lancer à la face du ciel son fameux « Dors-tu content, Voltaire et ton hideux sourire ?» ou courir vers Gide « Famille, je vous ai, foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur » ou me retourner vers Stendhal qui disait « Un fils est un créancier donné par la nature ». De la main, il imita une feuille morte qui tournoyait doucement devant lui. J'essayais de m'y retrouver. Que venait faire Voltaire, cette vieille crapule ? Voltaire ? reprit-il, comme s'il avait lu dans mes pensées. Mais Voltaire est l'horizon indépassable des médiocres. Le génie républicain par excellence, celui que plus personne n'a lu et que tout le monde prend pour référence. Voltaire, mais c'est la culture dans ce qu'elle a d'inutile, d'abusif et de stupide. Voltaire, mais c'est l'assurance d'étouffer tout esprit critique en le persuadant du contraire. Quelle tirade! 2 ou 3 passants, pressés de prendre le bus, s'arrêtèrent pour écouter mon ami le passeur et repartirent un sourire aux lèvres. « Vous avez du succès, lui dis-je. On a toujours du succès quand on parle vrai. Ce n'est pas ce qu'on dit, c'est la façon dont on le dit qui retient l'attention. Et pourquoi cette philippique ? Vous employez là un bien grand mot. Je ne suis pas Démosthène, et Voltaire ne se compare pas à Philippe de Macédoine. Disons plus simplement que je viens d'exprimer là une vieille colère. Mais encore, il haussa les épaules, fataliste. Ce que je devais entendre, c'est que par-delà son immense culture, il y avait un grand désarroi. Je suis malheureux, voilà tout, venait-il de me confier. J'eus la faiblesse de penser que de cet aveu, le plus important n'était pas qu'il fût malheureux. C'est son « voilà tout » qui m'intrigua. Il avait prononcé ces 2 mots dans une sorte d'abandon, de déni de soi, puis même de résignation qui ne lui ressemblait pas. Qu'avait-il fait de sa joie de vivre, du pétillement et du scintillement de sa culture ? Tout semblait se passer comme si ce malheur avait gommé, effacé, aboli les bonheurs que son esprit cultivé lui offrait. À croire que sa culture n'avait pas résisté à l'éruption du malheur. À se demander si la culture avait pour fonction d'apporter une réponse au malheur. Voilà tout, avait-il lâché. Et les grandes portes du silence s'étaient refermées. Quant à ce malheur, il m'en avait donné les clés. La famille d'un côté, et de l'autre, son fils. C'est drôle, mais je ne le voyais pas en père de famille. Et peut-être ceci expliquait cela. Autant je connaissais le mot de Gide, autant m'était inconnu celui de Stendhal. Un fils est un créancier donné par la nature. Étonnant 19e siècle. Ce mot pourrait figurer dans une opérette d'Offenbach. Mettre l'argent sur la filiation, c'est une idée de notaire. Pour ma part, j'aurais privilégié la transmission de la connaissance. Et si le fils de mon ami le passeur avait étouffé sous le savoir de son père ? Cette interrogation me traverse à l'esprit, suivie d'une autre, et si ce savoir avait échoué à se transformer en connaissance ? Bon, dit-il, la pluie menace. Souffrez que je prenne congé.